Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai une invitée avec moi sur la chaîne. Il s'agit de Charlotte. Bonjour. Charlotte qui tient le compte Instagram Une peinture, une histoire. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Elle présente sur ce compte des œuvres d'art avec à chaque fois une anecdote qui est issue à la fois de ta vie personnelle ou une anecdote historique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton compte ? C'est un compte Instagram que j'ai créé en janvier 2020 et en fait j'avais envie de réunir toutes les peintures que j'ai vues et qui m'ont procuré des sensations, des émotions au fil de ces dernières années. Donc en fait ça faisait plusieurs années que dès que il y avait une peinture qui m'émouvait beaucoup, je la notais sur soit un petit carnet, soit sur mon téléphone. Et donc j'avais comme ça des listes qui s'accumulaient. Et je me suis dit, il y a un peu plus d'un an, j'aimerais regrouper tous ces tableaux sur un compte Instagram. Et puis petit à petit les publier et puis raconter une histoire autour de ce tableau ou l'histoire du contexte dans lequel je l'ai découvert. Ou l'histoire du peintre ou de la peintre, ou la thématique que le tableau aborde, ou sur le mouvement. Donc voilà. Le fait d'avoir Charlotte sur la chaîne aujourd'hui, ça va nous permettre de parler d'un aspect de la sociologie que j'aurais pas abordé sans Charlotte, qui est tout ce qui touche à l'art, à la question de la beauté, de l'esthétique, des normes artistiques, mais aussi de la socialisation, comment on arrive à découvrir le milieu de l'art en tant qu'enfant. Et c'est des thèmes que j'aurais pas abordés sans la présence de Charlotte. Donc on va pouvoir parler de tout ça sur le modèle d'une discussion assez libre qu'on va débuter tout de suite. Pour commencer cette vidéo, je trouvais que ça pouvait être intéressant que tu nous racontes un petit peu ton rapport à l'art et notamment comment tu es entrée dans le monde de la culture, de l'art, etc. Si c'est par exemple quelque chose qui est présent chez tes parents, si tu as grandi avec ça ou si tu l'as découvert plus tard. Oui, alors j'ai complètement grandi avec ça. Parce que il faut savoir que ma mère est passionnée d'art et de peinture. Mon père est musicien, donc j'ai baigné dans le monde de l'art avec un grand A depuis que je suis toute petite. Et ma mère, je suis née à Paris. Et ma mère, depuis que je suis petite, avec ma sœur, elle nous a toujours emmenés aux expositions. Après, quand mon frère est né, elle nous a aussi toujours emmenés au musée. En fait, chaque mercredi, on allait visiter des choses. Donc, soit c'était un monument, soit on allait à la Villette, par exemple. Parfois, on allait dans des endroits plus pour les enfants et d'autres fois, plus dans des musées un petit peu plus académiques, institutionnels. Et ma mère, elle m'a toujours parlé des tableaux avec tellement de passion. Et elle m'a tellement toujours raconté les histoires derrière ces tableaux que moi, ça m'a plu et ça m'a permis d'aborder facilement des sujets où quelque chose qui peut un petit peu sembler peut-être parfois trop intellectuel ou hors de portée pour d'autres personnes. T'as pas eu ce complexe en grandissant de réaliser que t'avais parfois on a l'impression d'avoir ce retard en culture générale. Oui. Quand on arrive dans les études supérieures, par exemple, toi, tu t'as jamais ressenti ça quand t'es arrivée en études supérieures ? Non, au contraire, je trouve que... ça c'est intéressant de parler de ça. Mais je trouve que, justement, je me suis plus sentie un petit peu complexée de moins connaître des choses. Et par exemple, si je me mettais à parler de peinture... Quand j'étais au collège ou au lycée, on me disait quoi ? Oui, parce que t'as pas été au collège et au lycée à Paris. Non. Ouais, et là c'est intéressant, c'est que toi tu as fait un peu un chemin inverse. Moi par exemple, je suis arrivée à Paris pour mes études supérieures. Toi tu es passée d'une enfance parisienne à une adolescence rurale. Oui, ouais, complètement. Ouais. Et après c'est vrai que il n'y a pas le même accès à la culture par rapport à l'offre des musées et surtout par rapport aux tableaux des grands peintres qu'on va peut-être pas forcément, qu'on va retrouver dans les grandes villes. Mais moi, j'étais vraiment à la campagne et l'offre culturelle là-bas, elle est plus artisanale ou à propos du cinéma et des spectacles, mais par rapport à l'art, aux sculptures ou aux concerts. Aux œuvres picturales. Mais oui, par rapport aux œuvres picturales, il n'y a pas beaucoup d'offres en fait. Donc oui, clairement, quand je suis arrivée, je pense que je parlais si je parlais de tableaux ou de sujets... T'avais presque un complexe de supériorité, on va dire. Oui, parce que par exemple, en cours de français, il y avait des présentations de tableaux et moi, souvent, je connaissais. Et donc, il y avait un peu ce côté, l'intello, voilà. Ouais. Mais bon. Parce que du coup, tu as une socialisation extrêmement avancée sur comment on dirait en termes bourdieusiens. Tu as un capital culturel très élevé du fait de la profession de ta mère qui est donc professeure de français, de littérature.
de ton père musicien, de ton petite enfance parisienne. Donc le fait d'avoir un capital intellectuel et culturel très élevé, quand on arrive dans des régions où justement c'est pas du tout la même socialisation qui a eu lieu, ça a créé en effet un décalage. Oui. Mais du coup, ça t'a pas fait rejeter tout cet héritage un peu artistique Non, tu l'as eu comme une fierté un peu avec toi ou... Non, même pas une fierté. Parce que fierté, ça fait un petit peu... je me sens au-dessus de vous, alors que pas du tout. Mais par contre, j'ai remarqué que ça pouvait entraîner un comportement agressif des autres. Ils pouvaient se sentir peut-être abaissés, ou voilà. Alors que moi, c'est juste moi. Et c'est pas une fierté. Et puis en tant qu'adolescent, enfant, adolescent, on se rend pas compte aussi. Non. Et du coup, le compte Instagram que tu as lancé, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu n'es pas spécialiste, tu n'es pas travailleuse du milieu culturel ou du milieu artistique. Et du coup, comment tu as eu envie de lancer le compte Instagram ? Est-ce que tu as eu des questions un peu sur ta légitimité à créer ce compte ? Est-ce que ça t'a interrogé ? Non, parce que je me suis toujours dit que déjà, j'allais parler avec mon cœur et mes émotions. Et ça, il n'y a que moi qui sais. Et si je peux les partager et que on peut les lire et que ça peut toucher, tant mieux. Mais donc voilà, je pars pas toujours dans des sujets très intellectuels ou scientifiques. Et quand je le fais, j'essaye de me sourcer à plusieurs endroits. Et je fais pas non plus une recherche bibliographique énorme. Enfin voilà, j'ai envie que ce soit accessible à tout le monde en plus. Je veux pas écrire des pavés qui seraient finalement réservés qu'à une partie qui nage déjà dans un milieu... Voilà. Et puis, ce qui est sympa avec ton compte, et ce qui est assez différent par rapport aux autres comptes qu'on peut voir sur Instagram, de peinture, de partage d'art, etc., c'est que tu n'as pas forcément une approche technique, et qu'au contraire, c'est un peu l'art par la petite porte, par l'anecdote. Et il se trouve qu'il y a quand même plusieurs anecdotes en tant qu'aspirante sociologue. Faut que j'arrête de dire aspirante d'ailleurs, parce qu'en tant que doctorante en sociologie... Voilà, impose-toi. C'est ça. En tant que doctorante en sociologie, il y a plusieurs fois où dans tes posts, j'ai trouvé cette pensée sociologique qui a imprégné tes textes. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu essaies de pousser, ou est-ce que c'est un peu le hasard de certains thèmes qui te poussent à émettre des réflexions sociologiques ? Je pense que la sociologie, elle est dans tous les sujets et partout. On est d'accord. Et partout, donc je dirais que ça sort comme ça. En tout cas, je me dis pas forcément de thématiques à l'avance sur lesquelles je vais publier. C'est juste une impulsion ou alors mon humeur du moment. Donc parfois, je vais lire un texte ou je vais regarder un documentaire qui va m'inspirer sur tel sujet. Voilà, parfois, je suis très impliquée dans certaines luttes comme la lutte féministe. Et donc, parfois, j'essaie de créer des ponts, en fait, entre ce que peut nous faire ressentir un tableau, ce que nous dit un tableau, et des thématiques actuelles qui m'intéressent. Voilà. Et parfois, oui, c'est des thématiques de sociaux. Par exemple, y a un post qui m'avait marqué, c'était sur la peintre Berthe Morisot, il me semble. Ouais, qui était un post où justement tu faisais un peu un état des lieux de à la fois la représentation des femmes parmi les peintres et de la représentation des femmes en tant que objet de la peinture que objet d'art. Oui, parce que comme je l'ai expliqué au début, les listes que j'ai dressées depuis des années, en fait, il y a très très peu de peintres femmes dans cette liste, parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas du tout une bonne représentation. Et ce post, je l'ai écrit, je me rappelle, c'était la fin de l'été, et je sais pas, je commençais à me dire, mais vraiment... En fait, ces tableaux, ils sont absolument magnifiques. Et moi, c'est que la deuxième fois que je publie sur ma page un tableau d'une femme. Et je me disais, j'ai une espèce de révolte qui est montée en moi. Et je me suis dit, cette invisibilisation depuis des centaines et des centaines d'années sur des compositrices, des peintres, des poétesses, qui ont été complètement effacées par l'histoire avec un grand H, où soit leur travail a été détruit, soit il a été volé. Et je me suis dit, c'est tellement horrible parce que c'est un manque de culture énorme. Quand on se rend compte de toute la richesse qui existe déjà culturellement, si en plus le travail des femmes n'avait pas été volé et invisibilisé, on aurait encore un patrimoine culturel encore plus grand qu'il n'est aujourd'hui. Et avec un regard en plus, j'imagine, différent, puisqu'il y a... plus communément aujourd'hui on parle du male gaze, du regard masculin, mais forcément si on visibilise des artistes non seulement féminines mais aussi issus de minorités, etc., c'est aussi un autre regard sur l'esthétique, sur la beauté, et du coup peut-être que dans la même époque, dans le même courant artistique, on aurait vu d'autres manières de faire. Oui, et en plus je trouve qu'il y a le processus d'identification. Alors pour apprécier une œuvre, j'ai pas forcément, ou apprécier un livre, j'ai pas forcément besoin de m'identifier au personnage mais il y a quand même un côté où moi par exemple depuis que je suis petite, je pense que j'étais attirée par la création, mais je me suis jamais dit
je vais le faire. Parce qu'en fait, tous les livres que j'avais lus et tous ces tableaux que j'avais vus, les femmes, elles n'étaient pas les créatrices de ces œuvres et elles étaient plutôt les inspiratrices. Et du coup, moi, je me suis plus constituée comme aussi voilà, plus un objet d'esthétisme qui peut inspirer ces hommes qui sont des génies. Et voilà, au lieu de me dire, mais moi, je peux être une génie aussi, je peux faire des choses. Il n'est pas trop tard, évidemment. Mais je veux dire, c'est... Enfin, voilà, ça a forcément joué, forcément. On se met plus facilement en tant que femme dans le rôle de la muse que dans le rôle de l'artiste. En plus, je ne sais pas si ça peut avoir un lien, mais toi, ton père est créateur. Enfin, voilà, il est compositeur, il est musicien. Et du coup, tu as eu en plus au sein de ton foyer cette figure de l'homme génie, on va dire, en quelque sorte. Et peut-être que ça a en plus renforcé un peu cet effet. Et c'est drôle parce que, bon, là, c'est personnel, mais dans mon histoire familiale, depuis ces dernières années, moi, j'ai eu ces révélations un petit peu comme quoi, moi aussi, je peux être la créatrice. Et ma mère l'a également eu. Elle qui a toujours vécu avec un créateur, un génie musical, et elle s'est mise à écrire de la poésie, et pour moi c'est une très grande poétesse, donc j'espère qu'elle va franchir le pas de la publication par exemple. En plus tu publies ces poèmes associés à à certains tableaux. Je pense à un post que tu as fait qui était en plus très émouvant parce que les deux œuvres littéraires et artistiques, enfin picturales, se combinait très bien. Un tableau que j'avais découvert au musée de Bristol. C'est la dernière fois que j'étais allée au musée dans le monde d'avant. Au musée librement, sans masque. J'étais en Angleterre et donc ce tableau d'une sirène qui emporte un marin dans les profondeurs. Et j'ai associé un poème de ma mère. Mais oui, en fait, c'est fou parce que ce côté de la représentation, du fait de se sentir représenté, on le trouve dans tous les domaines. Et par exemple, dans le milieu universitaire, le fait de voir, maintenant, de plus en plus de femmes universitaires, mais c'est quand même quelque chose qui était de l'ordre de l'exception jusqu'à très récemment. Et encore maintenant, la majorité des femmes qui font des thèses en sciences sociales sont comme moi, hors contrat, non rémunérées, avec un espèce de plafond de verre en termes de financement, mais aussi d'accès au poste de professeur des universités qui est criant. Et forcément, d'avoir des femmes qui sont à ces postes, c'est essentiel parce que c'est ce qui permet de nous dire qu'on va pouvoir le faire. Pour autant, ça n'empêche pas, évidemment, comme tu le disais, d'être inspiré par plein de sociologues masculins qui écrivent des ouvrages très intéressants. Et d'ailleurs, il y a tout le champ de la critique féministe de grandes œuvres sociologiques, que ça aille de Durkheim à Bourdieu, etc., qui sont super intéressantes. Et je pense que dans le milieu de l'art, tu pourras nous en parler, mais il y a eu aussi cette nouvelle vague de jeunes historiennes de l'art et spécialistes qui sont sortis des beaux-arts, des jeunes artistes, etc., qui proposaient de revoir la façon de construire les expositions, par exemple, dans une perspective féministe. Notamment le discours autour d'une œuvre, dans le sens où on peut apprécier n'importe quelle œuvre du moment que le cartel, les historiens et historiens de l'art, arrivent à la contextualiser dans son époque. Donc, parce que par exemple, il y a des œuvres qui sont magnifiques dans la technique, mais par exemple qui représentent un sujet complètement raciste, on peut le dire, ou alors complètement misogyne. Mais en fait, quand on voit ce tableau, pour moi, on peut en apprécier la beauté, l'esthétisme et tout, mais il faut absolument que ce soit contextualisé et il faut garder une vigilance sur et le sujet, et l'époque, et le peintre, d'où ça vient. Enfin voilà, pour moi c'est important, même si bien évidemment l'émotion qu'on voit quand on voit quelque chose qui est beau ou qui nous touche, ça on ne peut pas la renier évidemment. Et moi je trouverais ça triste de s'empêcher d'aller, d'apprécier des tableaux, mais il faut toujours contextualiser pour moi. En fait, toute œuvre peut être montrée à partir du moment où elle est située. C'est toujours cette idée que ça témoigne, en fait, au-delà de la beauté pure et dure de l'œuvre, et encore la beauté est un concept en sociologie qu'on apprend à comprendre et à voir un petit peu d'où ça vient, etc. Mais bref, au-delà de l'esthétisme pur, de réussir à situer une œuvre pour en comprendre les tenants et les aboutissants historiques en termes de mouvements artistiques, etc., c'est super important. Et on a en sociologie tout ce qu'on appelle les théories du point de vue, qui sont le fait que même en sociologie, pour montrer une réalité qui est censée être objective, pour atteindre l'objectivité, il faut comprendre toutes les subjectivités qui entrent dans le travail sociologique. Et ça commence par la compréhension de son identité par rapport aux personnes auprès desquelles on enquête. Donc la théorie du point de vue, c'est celle où il faut réaffirmer son identité par rapport aux personnes avec qui on parle,
Par exemple, si moi demain je fais mes enquêtes sur mon sujet avec des travailleurs agricoles en Turquie, c'est pas la même chose que si je me présente comme sociologue dans la haute bourgeoisie française. Donc mon identité est changeante en fonction du public que j'ai en face de moi. Et tout ça, c'est pour réussir à atteindre quelque chose qui est plus objectif. Et du coup, dans le milieu artistique, c'est un peu le même problème dans le sens où on montre souvent une œuvre en disant « Voilà, cette œuvre est belle, cette œuvre est digne d'être au musée d'Orsay ». Mais on a aussi besoin de tout le contexte qui va autour. Et oui, et du coup, sur l'idée de la beauté, je disais justement qu'en sociologie, on apprend à voir que la beauté, c'est un fait social, donc quelque chose qui est construit, qui n'a rien de naturel. Et je trouve que la peinture, justement, nous montre tout à fait l'évolution de la conceptualisation de la beauté et de ce qu'on considère comme la beauté, comme les normes de beauté. Mon point de vue sur ça, autant, évidemment, c'est pesant... Ça peut paraître pesant d'avoir été objectivisée en tant que femme, voilà, sur des millénaires de peinture où quasiment, enfin, je sais pas, il y a tellement de sujets de peinture, c'est un corps de femme. Et oui, c'est magnifique, mais ça aurait été bien aussi d'avoir un autre penchant, enfin voilà, plus peut-être de corps d'hommes représentés. Mais en même temps, les portes que ça ouvre par rapport à l'art, c'est que on se rend compte que les critères de beauté d'il y a 200 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui et on voit une évolution de la beauté. Et ça, ce témoignage culturel, historique par rapport à la peinture, ce que la peinture apporte, c'est génial. On peut dire que la photographie, ça apporte ça, mais la photographie, ça existe depuis pas si longtemps à l'échelle de l'humanité. Et la peinture, pour le coup, pour moi, c'est le premier biais de communication depuis l'aube de l'humanité, tout ce qui est pictural et visible en termes de dessin, voilà. Et beaucoup plus que l'écriture, je pense. Voilà. Oui, parce que c'est la question en fait, de la représentation de ce qu'on considère comme la perfection, comme le corps idéal, comme le corps désirable aussi, puisque les femmes ont été objets de peinture plus que les hommes ne l'ont été. Et du coup, de voir l'évolution des codes sociaux en termes de beauté, ça peut aussi être une arme très puissante pour, je pense, aider les futures générations de jeunes femmes à voir que les codes de beauté sont quelque chose de tout à fait relatif. Comme dans les peintures de la Renaissance, le corps des femmes était tout à fait différent de celui que vont mettre en avant des peintres du 19e, etc. Beaucoup plus de formes. On voit aussi que les endroits qui sont censés être sensuels ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a aussi toute l'histoire des grands scandales de la peinture et de la représentation des femmes dans la peinture. On pense évidemment à l'Origine du monde, qui est un tableau qui a... choqué mais totalement. Même encore maintenant, il est choquant en fait. Je veux dire, on peut si on le ressort, ça va encore choquer des gens, alors que c'est un très vieux tableau. Donc on voit que le sujet est complètement, et même le titre est complètement choquant. Quand même. Provocateur. Ouais, voilà, provocateur. Ouais. Mm-hmm. Du coup, par rapport à ce que tu dis sur la représentation, le fait qu'on n'ait pas forcément besoin de s'identifier au peintre ou à l'objet de la peinture pour se sentir représenté et capable comme ça de pouvoir réussir à se projeter dans ses carrières ou dans cette créativité. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu en penses, de quel est le devoir qu'on a d'essayer de devoir représenter plus de corps, plus de mixité dans la peinture en tant qu'artiste? Alors, en fait, je dirais que je changerais un petit peu la question parce que moi, je pense que y a eu beaucoup... que tout le monde a été représenté, mais je dirais qu'au musée, on valorise toujours les mêmes sujets ou toujours... oui, même plutôt la question de qui accède au panthéon, entre guillemets, voilà, c'est ça. Ouais, et qui est à la valorisé. reconnaissance. Voilà. Donc par exemple, je pense à l'exposition Le Modèle Noir qui avait eu lieu au musée d'Orsay, où ils avaient montré le tableau célèbre de Manet, Olympia. Mais en fait, ce tableau, c'est une femme blanche qui est allongée nue. Et en fait, derrière, il y a une gouvernante noire. Et en fait, le tableau, là, il était montré et le cartel, la description, c'était vraiment centré autour de la gouvernante noire du tableau, qui fait autant partie du tableau que cette muse blanche, que cette Olympia blanche allongée sur le lit. Et donc voilà aussi, c'est une manière que, je pense, les historiens de l'art et puis ceux qui s'occupent des expositions doivent orienter un petit peu plus, parce que toutes les expositions sont orientées et tout le linéaire, comment on marche, ce qu'on lit... petit à petit, on oriente notre vision et notre perception. Et ça, en fonction des époques, des thèmes qu'on considère comme à la mode ou comme interdits, c'est des choix qui relèvent aussi de sociologie. Pourquoi est-ce qu'on décide de mettre en avant le modèle noir en 2019, je crois que c'était l'exposition, quelque chose qui aurait été inimaginable quelques années auparavant. Moi, je trouve que, on n'est pas forcément obligé
de s'identifier à une œuvre pour l'apprécier comme je l'ai dit au début. Par contre, l'identification, ça peut vraiment être une porte d'entrée vers le monde de l'art. Et voilà, moi je sais que, il y a certains... par exemple, il y a certains romans, je ne serais jamais rentrée dedans si au début je ne m'étais pas identifiée. Et puis en fait, après, ça m'a fait découvrir d'autres catégories de romans. Et là, je m'identifiais plus du tout. Mais en fait, j'avais appris à apprécier l'œuvre dans sa globalité ou l'auteur dans sa globalité. Au final, j'ai des amis qui étaient jamais allés au musée avant ou alors très très rarement. Et là, ils sont allés voir cette exposition. Donc c'est bien que ça a un côté hyper intéressant et qu'il faut absolument encourager. Encourager en fait à aborder l'objet artistique par des points de vue différents. Et au final, c'est aussi un peu ce que tu fais avec ton compte Instagram, je trouve, c'est d'aborder l'art par la petite porte, par l'anecdote, par la porte dérobée, même au-delà de ça. C'est par un angle en fait qui n'avait jamais été mis en avant, qui était resté un angle mort de l'approche artistique, de montrer qu'il y a d'autres manières de comprendre la beauté, l'esthétisme, et de voir aussi toute la réalité qui a été dépeinte. Mais il y a aussi le côté de l'impression qu'on peut avoir. Et pour moi, faut pas que la peinture ou par exemple aussi l'opéra reste dans un milieu élitiste, comme si on devait être éduqué pour ressentir des émotions que ces arts sont censés nous procurent, et c'est quelque chose de physique aussi, les émotions. C'est pas que quelque chose d'intellectuel. Évidemment, on prend du plaisir à contextualiser, à s'intéresser, et si on n'est pas habitué à ces mécaniques-là, on peut se dire que l'œuvre, on peut pas se l'approprier et elle ne va rien nous faire. On peut se sentir exclu de l'œuvre, alors que en fait une œuvre on l'apprécie juste en ouvrant son cœur. Et moi je vois vraiment les choses comme ça, et c'est pour ça que aussi j'ai créé ce compte. C'est aussi pour partager l'émotion avant tout et pas l'intellect ou même si oui c'est toujours un plus, mais pour moi c'est pas la fibre première. Donc, pour ce faire, n'hésitez pas à aller vous abonner au compte de Charlotte pour qu'elle puisse continuer d'inonder nos feeds d'œuvres magnifiques et toujours avec une histoire super intéressante qui lui est associée. J'espère que cette discussion avec Charlotte vous a plu, que ça vous aura permis d'écouter quelqu'un parler d'art et de croiser cela avec la sociologie. J'espère que ça vous aura intéressé. C'est pas une vidéo que j'aurais pensé faire sur cette chaîne, donc... Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup intéressée. Merci beaucoup, Marie, de m'avoir proposé. Avec grand plaisir. Franchement, c'était vraiment super intéressant. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à faire vivre Sociologos. Je vous retrouve très vite sur Sociologos. Bye.